littérature, histoire, géographie. Donc il faut des livres, c'est une chose. Au niveau du matériel maintenant, et après je reviendrai sur une certaine catégorie. Le matériel qu'on peut mettre, qu'on pourra demander déjà dans un premier temps, c'est d'abord des cartes. Carte planisphère pour situer le continent africain, bien sûr. Carte physique, forcément. Carte politique. J'ai voulu apporter une des dernières cartes qui a été réalisée dans un petit livre lors de l'exposition des Dogons. Et on avait sur cette carte de l'Afrique, on avait le Sud-Soudan. Je suis retournée à la librairie, il n'y a plus ce petit livret. Donc, à la CED, je ne sais pas quand la CED aura trouvé un village où on aura bien sûr cette bibliothèque, c'est moi personnellement qui vais offrir ces petits livres, ces petits planisphères. Pour la raison suivante, c'est que la librairie on leur a répondu, on ne peut pas me vendre un livre ou deux, ils ne peuvent me vendre qu'une vingtaine. Cette vingtaine des premiers petits atlas avec la nouvelle carte d'Afrique, je ne suis pas pour me vendre, ça sera tout simplement un don que je ferai à la CED. Parce que je voulais bien projeter justement cette nouvelle carte, ce n'était pas possible. Alors revenons encore sur ce matériel. Donc je dis qu'il faut des planisphères. Il faut des cartes de l'Afrique aussi. Cartes physiques, cartes de la répartition aussi de la population. Bon, ça aussi, ça va de soi. Donc, des atlas aussi, des petits atlas. Mais il faut aussi des appareils de rétroprojection. Ça peut aussi aider aussi dans une bibliothèque. Avec ça, quand on peut aussi, avec les nouvelles techniques concernant bien sûr l'informatique, je sais que c'est beaucoup demandé, mais il faudra aussi, puisque ce sont des jeunes, il faudra aussi des appareils aussi d'informatique, des dos, même ce sont des appareils qui sont pas, je dirais la dernière technique. Tout est à prendre pour que les enfants aient un certain nombre, une certaine quantité, je dirais, de matériaux, pour qu'à l'intérieur de cette bibliothèque, il soit aussi en activité. Car moi, je conçois qu'une bibliothèque, c'est pas seulement prendre le livre, l'emmener chez soi, mais avec la personne qui dirige la bibliothèque, c'est mettre les enfants en activité. La bibliothèque doit être comme une ruche où on travaille. Et on sait très bien que dans une ruche, bien sûr, chacun a une fonction, mais une fonction pour quoi? Pour obtenir quoi? Bah, ce qu'il y a de meilleur, c'est le miel, hein, qui est une bonne nourriture. Mais la nourriture que je propose à travers cette comparaison, c'est justement, c'est la matière grise des enfants. Donc curiosité, c'est ce que je pense qu'il doit se faire. Ça doit bourdonner dans une bibliothèque. Il ne faudrait pas tout, et surtout maintenant avec les appareils, il ne faudrait pas que les enfants restent là, passifs, simplement en train de lire. Il faut, entre la personne qui s'occupe de la bibliothèque et les enfants, qu'il y ait une relation, il y ait toujours quand même un échange, ne serait-ce que déjà dans le choix des livres que les enfants vont faire avec les dons et tous les achats qu'on pourra faire, éventuellement bien sûr, pour cette bibliothèque. Et toujours pour continuer, c'est-à-dire que les petits, justement, on va les mettre en activité. En activité dans quoi? Dans la lecture des contes. Parce que les contes aussi, c'est important. Des livres de contes, contes africains, contes bien sûr européens, contes américains. D'autant, et l'activité qu'on pourra proposer aux petits pour les contes, c'est de montrer qu'il y a une similitude dans les contes. Hein, comme disait le professeur propre, il y a quelque chose. Je pourrais évoquer par exemple les contes des Antilles. On dit toujours qu'on pèse lapin, qu'on pèse en bas. Eh bien, on le trouve aussi exactement dans les contes français. Hein, parce que lapin chez nous, c'est le rusé. En France, c'est le renard. Et on compare aussi des contes français avec les contes russes. C'est toujours la même démarche. Donc la personne qui s'occupe de la librairie peut
pour ceux qui vont jusqu'à 9 ans, travailler sur les contes avec eux. D'autant plus aussi, il y a un cinéaste qui fait aussi beaucoup de films en Afrique pour les contes. Et maintenant pour les plus jeunes, parce que j'ai mis la bibliothèque avec 2 classes d'âge, si on peut dire, pour ceux qui sont là de 14 à 16 ans. Mais dans cette librairie, il faudra aussi qu'il y ait des journaux. Difficile pour eux au départ, mais la personne qui dirige pourra déjà les aider à lire et comparer les unes des journaux. Donc, je pense qu'une bibliothèque, ça part, c'est tout petit au départ, mais même si c'est très petit, avec déjà quelques moyens, c'est quand même là, tout simplement, on va commencer à faire travailler les enfants, les faire réfléchir. Et je dirais aussi, pourquoi pas, les rendre aussi heureux. Et n'oubliez pas que ce sont eux demain, en Afrique, qui auront les manettes, je voulais dire, les manettes de la vie de demain. Donc, une bibliothèque, c'est indispensable. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, maintenant, il n'y a pas seulement les bibliothèques, il y a aussi d'autres personnes qui ont encore autre chose à présenter. Pour le continent africain, pour les États africains, il y a encore pas mal de chemin, de cheminement, et beaucoup de gens s'y attellent pour faire réussir et avancer ces États ou ce continent, comme vous voulez. Bravo. Alors, bonsoir à tous, je suis Evelyne Billy, voilà, je suis réflexologue faciale, je vais vous parler de la reconversion professionnelle. Merci de votre présence. Voilà, alors donc il y a 4 ans, j'étais au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et voilà, j'ai quitté ce ministère pour être réflexologue faciale. Et donc, dans ma réflexologie faciale, je soulage les douleurs morales, physiques et chroniques en 2 séances. Je fais la canalisation du stress, les dépressions, les troubles du sommeil, l'anxiété. Je traite toutes les douleurs dorsales, nuque, sinusite, asthme, inflammation. Alors, la stimulation de ces points sur le visage permet de dynamiser l'énergie dans le corps. Je libère des facultés d'auto-guérison. Et donc, voilà, j'étais pendant 1 an bénévole dans une grande association qui s'appelait Étincelle. Cette association accueillait et proposait des thérapies aux personnes provenant des hôpitaux de Paris. Et chaque année, au niveau du marathon de Paris, le ministère de l'énergie a 50 athlètes qui viennent faire le marathon de Paris, et à chaque année, ils me demandent, au niveau de l'attente, je veux dire médicale, ils me demandent pour faire des séances de réflexologie, afin de leur calmer leur douleur. Alors en une séance, voilà, j'arrive à leur calmer leur douleur. Alors au niveau des courbatures, ils n'ont plus de courbatures, voilà. Et donc au niveau de l'association, l'ATSED, j'interviens au niveau de, parce que dans mes séances, voilà, je vais proposer à toutes les associations qui sont venues là aujourd'hui et puis qui font partie, je veux dire, de la maison des associations du 15e, je vais leur proposer une séance à 45 € au lieu de 65 €, et 2 € iront à l'ATSED pour financer, acheter les fournitures scolaires pour les enfants en difficulté dans le monde, notamment en Afrique cette année, au Cameroun, parce qu'on cible le Cameroun pour aider ces enfants culturellement et socialement au niveau de l'association, au niveau de l'ATSED. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je
vous remercie bien et je passe la main à Marie-Anne qui fait partie de l'association AMA Développement pour vous présenter une illustration édifiante des besoins sur le terrain et présentée par une association œuvrant à faveur de la scolarité des enfants orphelins et vulnérables. Je lui passe la main. Bonsoir à tous. Merci d'être venu avec... Oui, ça va. Je remercie la Maison des Associations. C'est bon ? Ok, voilà, ça va. Je remercie la Maison des Associations qui nous permet aujourd'hui, à travers le thème de l'éducation en Afrique, de présenter brièvement ce que fait l'association AMA et Développement en faveur des enfants orphelins et vulnérables du fait du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. L'association AMA et Développement est une association qui a été créée en 2002 à Paris et qui a célébré 10 ans d'action solidaire récemment sous le parrainage de la mairie du 15e. Alors l'association se donne comme moyen essentiel de mobiliser tout ce qu'elle a à sa disposition ici en Europe pour venir en aide aux pays, aux personnes défavorisées qui se résident en Afrique en général et précisément en Côte d'Ivoire. Il faut bien commencer par un pays. Et nous intervenons avec des associations locales qui nous rendent la réalité du terrain afin qu'on puisse mieux apporter notre expertise. Alors, essentiellement, conduire des actions d'échange afin de scolariser les enfants orphelins ou vulnérables du sida. On a été sensibilisés à la question de stigmatisation dont ont été longtemps victimes les enfants dont un parrain ou un autre était atteint du sida ou était décédé du sida. On les appelle, on les regroupe sous la catégorie d'OEV, ça veut dire enfants orphelins et enfants vulnérables. Quand on utilise ce terme, on sait que ça désigne cette catégorie particulière d'enfants, soit atteints eux-mêmes par le VIH ou simplement rendus vulnérables du fait de la maladie qui affecte un des parents ou les deux. Alors, nous, on s'est donné pour mission, quand on s'est rendu compte de l'état des dégâts causés par cette pandémie en Afrique, et c'est pas simplement en Afrique de l'Ouest, mais dans toute l'Afrique, on s'est mobilisé avec des personnes ici pour créer cette association il y a une dizaine d'années. Et nous œuvrons à travers l'échange, donc en trouvant ici, c'est très bref, hein, en trouvant ici des personnes qui acceptent d'investir dans la scolarisation à long terme de ces enfants. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rendre aussi hommage, on y viendra, aux entreprises qui ont une oreille favorable au discours qu'on leur tient. Parce qu'en 10 ans de fonctionnement, on est tous bénévoles dans l'association, ce qui veut dire que les gens ont une vie professionnelle. On a trouvé le temps de s'investir et du coup, on n'a pas beaucoup de subventions au niveau étatique. Mais on a réussi à scolariser quand même des enfants, si bien que, sans vouloir faire le bilan, cette année, on a présenté au mois de juin déjà 2 bachelières. Aussi, il y aura un enfant qui passe le BPC et 2 orphelines qui passent l'entrée en 6e. Donc, on a quand même un bilan. Avant de faire le bilan, il faut montrer comment on travaille sur les terrains. Alors, sur le terrain, nous, en harmonie avec les autorités nationales,
on a articulé notre action autour de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, notre pays d'intervention, merci. Mais bon. Alors, notre pays d'intervention, comme je dis, c'est la Côte d'Ivoire. Et notre domaine d'action, pour pouvoir être efficace au niveau de l'éducation de ces enfants, c'est la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été votée il y a plus d'une vingtaine d'années, en 1989, à l'ONU. Alors, on articule notre action principalement sur trois éléments de cette convention. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'articles, mais on articule notre intervention en harmonie avec la politique nationale menée par le ministère de la Famille et de l'Enfance, ainsi que l'éducation nationale. Mais je dis la famille et l'enfance parce qu'ils ont directement affecté à ces enfants orphelins vulnérables du sida une direction nationale, le PNOEV, le Programme national des enfants orphelins vulnérables du sida, parce qu'on a répertorié jusqu'à 540 000 enfants orphelins et vulnérables du sida, donc 40 000 sont infectés. Et l'État de Côte d'Ivoire ne prend en charge que 10%. Et le reste, que faire? Donc, il accueille cet État à bras ouverts des initiatives telles que la nôtre. Alors, je voudrais dire donc que nous, quand on intervient, on a axé notre domaine d'intervention donc autour de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit, en son article 28, abrégé, que chaque enfant a le droit d'aller à l'école. Et derrière, si vous regardez, je n'ai pas eu le temps de venir avec toute notre panoplie, on a eu cet après-midi une conférence avec les enfants de l'école du 15e. À leur intention, on a mis des panneaux derrière où on voit nos enfants qu'on scolarise. On voit des enfants qui tiennent dans les mains des uniformes, des kits scolaires. On voit des enfants pour illustrer le droit, et chaque année on le fait, le droit d'aller à l'école. On voit des enfants qui vivent dans des conditions délabrées. Donc on défend le droit à des conditions de vie décentes. Et nos enfants, la plupart, sont dans des bidonvilles. On ne s'occupe pas des enfants qui ont les moyens, qui ont les parents qui peuvent les aider. On s'occupe des enfants qui sont à la charge de grands-parents parce que les parents sont morts à cause du sida et dont les grands-parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école. Et donc, vous verrez tout à l'heure si on a le temps, parce que le temps presse, vous verrez si on a le temps, j'ai sélectionné un petit épisode qui vous sera projeté, où vous verrez les pédiatres vous-même décrier cette stigmatisation dans son... Non, ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure, je préfère finir mon intervention et puis après, me permettre aux gens de voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc, on axe notre intervention aussi sur le droit des conditions de vie décentes. Donc, dans ce cadre-là, on a pu aller remettre à une petite fille qui vit dans un bidonville d'Aquedo une lampe qui se recharge à énergie solaire. Je ne suis pas venue avec, mais l'après-midi, les enfants ont eu droit à ce petit film où la petite, maintenant, depuis 3 ans qu'elle a cette lampe à énergie solaire, le matin, elle la met sur le toit de sa baraque, puisqu'elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'électricité. Elle vit, et c'est une enfant vulnérable, ce n'est pas une enfant orpheline. La mère a quitté le père parce qu'elle a appris qu'il avait le sida. Et le père a perdu son emploi parce que son patron a appris qu'il avait le sida. Et 3 enfants comme ça. Nous, on n'a pu en scolariser que 2 dans cette famille. Donc, l'apport des marraines ici est appréciable. Et donc, cette petite, aujourd'hui, sa sœur qui a été parrainée a eu son entrée en 6e il y a 2 ans. Et elle va passer l'entrée en 6e l'année prochaine. Donc, je me dis, il y a des choses qui sont faites, mais hélas, c'est très, très faible. Et enfin, notre dernier point d'articulation sur le terrain consiste à permettre à ces enfants de s'aérer. Donc, le droit à des loisirs. Et ça se manifeste, article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et ça se manifeste par des organisations d'art de Noël chaque année, avec des associations sur le terrain. Et si elles ne le font pas, nous, on le fait. Et à chaque été, on les envoie, on les sort de leur boui-boui, on les envoie dans des camps de vacances, dans des colonies de vacances aérées, avec les autres petits camarades. On a été nous-mêmes victimes de cette stigmatisation la première année où on a approché un organisme qui
fait les camps, on s'est dit c'est des créés. Bon, voilà, on va permettre à nos enfants d'aller avec les leurs en colonie s'aérer pendant 15 jours. On a été confrontés à un refus. Quand ils ont su que parmi ces enfants, certains auraient pu être séropositifs, le directeur nous a dit simplement, faites le tri au niveau de vos enfants. Ceux qui sont séropositifs, qui restent chez eux. Envoyez-nous ceux qui sont corrects. Moi, j'en ai parlé. J'adore, je parraine aussi un enfant, je ne le dis pas parce que, bon, ça ne sert à rien. On met en avant les marraines. Mais il se trouve que celui que je parraine est un petit garçon qui est né orphelin de père et de mère et qui est séropositif. Et il y a aussi le problème qu'on ne voit pas pour ces enfants, c'est que quand les parents décèdent comme ça, il y a aussi le problème de l'accès à non, pas la scolarité, à l'identité. Si on n'a pas eu le temps de les inscrire sur les registres, ils sont confrontés à ce problème. Le petit, il n'a pas jusqu'à présent de jugement, enfin, comme on dit en Afrique, de jugement. Donc voilà, brièvement, ce que nous faisons sur les terrains là-bas. Et cela est rendu possible ici, grâce aux entreprises et aux particuliers qui ont une oreille attentive à notre discours. Si bien que depuis peu que nous avons initié cette action, on a réussi à scolariser une vingtaine d'enfants seulement, c'est très peu. Une vingtaine dont 2 vont passer le bac cette année, c'est très très peu. Et il y en a tant d'autres qui attendent d'être parrainés, tant d'autres. Moi je vais régulièrement pour voir un peu comment vont les enfants, de quoi ils ont besoin, etc. Mais je suis sollicitée, notre association est sollicitée. Cette année, à la prochaine rentrée, on nous donne 30 autres. Nos enfants étaient déjà à Abidjan, dans les quartiers défavorisés, c'est-à-dire Yopougon, dans les quartiers un peu loin, Akwedo, dans les bidonvilles. Si vous voyez la photo de ma petite, la petite qui a reçu la lampe, il y a des barriques pour l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Et quand on est allé dans le village pour donner la lampe, mais ça a été une attraction. On ne peut pas montrer le film parce que le temps passe, mais ça a été une attraction dans tout le village. Donc ça veut dire même à Abidjan et dans sa périphérie, il y a beaucoup de misère. On nous demande maintenant de nous occuper des enfants d'une autre ville. Pour la prochaine rentrée, j'ai 30 enfants sur le bras à caser. Donc je lance un appel à davantage d'entraide, parce que l'union fait la force. Et l'union, je vais vous lire pour terminer, et avant de vous montrer quelques films, hein, pas trop parce qu'on n'a pas le temps. L'union fait la force. Je vais vous lire le poème que, ça veut dire avec des petits gestes comme ça, on peut arriver, chacun se donne un peu la main, on peut arriver. C'est pas grand chose qu'on demande. Un peu de temps, un peu d'argent pour ceux qui le veulent, qui peuvent, un peu de compétences pour ceux qui ont certaines compétences à mettre à disposition, ou alors simplement offrir un kit à l'occasion de la rentrée. Tout cela, c'est possible et c'est appréciable. Peut-être un local pour permettre à l'association de poser ses cartons et de ne pas rester tout le temps à la MDA et d'être repéré au niveau de la population locale, connaître bien, diffuser un peu ce qu'elle fait. Tout cela, c'est une aide qu'on peut apporter. À l'occasion de la 10e année d'action solidaire de l'association, qui a été célébrée en parrainage avec la mairie du 15e, on a demandé à nos enfants de dire comment ils voyaient l'association en développement. Alors, je vais vous lire le poème d'une petite, c'est très bref. Elle s'appelle Nésite, elle passe le BPC cette année. On l'a en photo, mais bon, c'est un peu long. Comme une étoile, je n'apparais que la nuit pour faire briller le rêve de tous les enfants orphelins. AMA et développement, tous vos enfants vous disent merci. Vive AMA et développement, écrit par Nésite. Je ne suis pas très contente d'elle parce que le merci, elle a écrit avec un CCD. Elle passe quand même le BPC cette année, c'est un peu grave. Voilà. Donc, pardon ? Il ne faut pas la condamner. Donc, c'est le brevet, il n'y a pas de BPC. Donc, merci aux bénévoles. Cette année, depuis quelques années, régulièrement, les entreprises nous prêtent leur espace à Noël, tout le mois de décembre, pour exposer, pour faire le plaidoyer. En France, on fait des actions de sensibilisation et de plaidoyer. En Afrique, on met les enfants à l'école. Donc, chaque année, on a en plein Paris une antenne pour pouvoir avertir la population de ce qui se passe pour ces enfants. Et on réussit à collecter, rien qu'en emballant les cadeaux de Noël, la somme de 1 600
€ régulièrement en l'espace de 15 jours. Et cette somme d'argent, ça ne va pas dans les poches de l'association, ça vient pallier les manques, les déficits de certaines marraines. Parce que dans notre public, on a des parrains et des marraines. Je ne sais pas si j'ai la photo ici qui a été prise à la mairie, parce que c'était l'occasion de rendre hommage à l'action des marraines. Mais on a des marraines qui acceptent au début spontanément, je ne sais pas si celle-là est l'écran, mais bon, voilà. On a des marraines qui acceptent spontanément de scolariser les enfants. Mais à la moindre difficulté, elles aussi, elles sont confrontées à la crise ici, elles lâchent nos gamins. Mais nous, on ne peut pas aller dire aux enfants, vous n'avez plus de marraine. Donc qu'est-ce que fait l'association? L'association continue de mettre ses enfants à l'école. Et derrière, vous voyez un petit garçon qui tient un ballon orange. Et ce petit garçon, il a été parrainé que deux mois durant par sa marraine. Et après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait lui dire qu'il n'avait plus de marraine? Pendant 2 ans, l'association l'a pris en charge. On a payé son école, son uniforme, ses frais de scolarité. Jusqu'à ce que, grâce au magasin qui nous prête son antenne chaque année et qui nous a permis de mettre la photo de l'enfant, il a eu une marraine par hasard à Noël. Elle venait de la Russie, elle venait passer quelques jours en famille, et puis elle a vu la photo de ce garçon, et ça l'a attirée. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que fait ce garçon ici? Pourquoi vous le floutez? Pourquoi vous protégez son identité? On lui a expliqué ce qu'on faisait, et que ces enfants, même s'ils étaient démunis, même s'ils avaient des problèmes, c'était orphelins de père, on en a scolarisé 3 dans sa famille. 2 de ses frères et sœurs sont scolarisés par l'association. Ils sont à Bobo, dans un quartier populaire, et il faut traverser des mares, saumâtres pour arriver jusqu'à chez eux. Et donc, elle a dit, bon, ben moi, je vais donner sa chance à ce petit garçon, je vais être son cadeau de Noël, je vais être sa marraine. Et depuis 2 ans, elle est au Brésil maintenant, depuis 2 ans, elle reçoit chaque année les bulletins des enfants, les lettres des enfants, donc elle suit la scolarité des enfants, ils reçoivent les bulletins, ils savent où ça va l'argent, etc. Donc, associez-nous, vous, à notre action, si vous pouvez, relayez l'information autour de vous, et je remercie la Maison des associations qui nous permet de lancer cet appel aujourd'hui. Maintenant, la petite portion de temps qui m'est allouée arrive bientôt à son terme, mais c'est fini. Mais on va peut-être voir brièvement un médecin et ensuite la directrice du programme national des OEV ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui dit que vraiment on a besoin de parrains. C'est dommage, il y avait des témoignages de marraines ici qui s'étaient exprimés, ainsi que le trésorier, mais on n'a pas le temps. On va peut-être brièvement écouter le docteur Chenal qui tient un centre pour venir en aide à ces enfants qui sont orphelins et vulnérables du sida, et même pas seulement aux enfants, mais aux familles entières. Voilà. Comment? Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons accusé un léger retard et nous vous en demandons amplement des excuses par rapport à des petits réglages qui nous restaient à faire. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la séance de cette conférence sur l'économie solidaire et sociale pour le développement durable. Nous sommes heureux d'être ici ce soir auprès de vous par rapport à la semaine culturelle des associations de Paris 15e, la MDA et de la mairie de Paris. Ça a été une semaine belle en images, belle en organisation, parce que nous avons travaillé pendant très très longtemps avec une quinzaine d'associations du 15e. Et les échanges ont été très nombreux, tout s'est très bien passé. Et nous avons été assistés par la mairie du 15e, la MDA du 15e, qui nous a donné l'occasion de travailler sur la semaine culturelle des associations africaines du 15e. L'Afrique, un autre regard. Vous avez dû voir autour de vous, dans les médias, au niveau de la salle, ce rapport écrit pour pouvoir donner un élan de solidarité, d'humilité pour l'Afrique. Parce que sachant que l'Afrique, aujourd'hui, a un potentiel énorme,
et nous pouvons faire confiance à l'Afrique et à tous ces intervenants, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient sur place. Et nous, ici ce soir, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous vous remercions gracieusement de votre temps que vous avez pris et la présence que vous avez donnée à notre cérémonie de ce soir. À ma droite, je vais vous présenter, je vais peut-être attendre un peu que Madame Diarra essaye de s'organiser. Donc, nous sommes 3 associations pour tenir cette conférence sur l'économie solidaire. Il y a à ma gauche Bana et sympathisants, et moi-même qui suis présidente de l'ATSED, et à ma droite, un de mes confrères avec lequel je travaille, M. Paul Chrétien, qui est de l'ATSED. Je vais donc passer la parole à M. Josué pour qu'il présente d'abord son association. Ensuite, nous allons passer par le thème qui nous rassemble ce soir. Je vous remercie. Bonsoir. Ça commence un peu tard, mais plus tard que jamais. Notre association de ressortissants Bana et sympathisants est domiciliée dans le 15e aussi. Et on est une association de la loi 1901. On se charge pour l'instant de nous retrouver entre nous et puis de temps en temps intervenir, je dirais beaucoup plus au village parce que nous n'avons pas une assise suffisante pour intervenir loin du village. Voilà. Bien. Voilà. Merci une fois de plus. Je vais me représenter à nouveau. Je suis Lili Mireille Tépé, présidente de l'ATSED, Association d'aide au développement social et culturel des enfants en difficulté. Nous sommes une association de type loi 1901 et nous travaillons pour encadrer la jeunesse sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur les métiers d'avenir et sur la réinsertion professionnelle et au niveau de la culture. Vu l'étendue des difficultés qui se trouvent dans nos pays d'où nous venons en tant qu'immigrés pour pouvoir apprendre un certain nombre de choses ici en Europe, nous avons eu une largesse de cœur pour pouvoir nous tourner vers tout ce qu'on a laissé derrière nous et donner un élan de soutien à tous ceux qui sont en difficulté, pouvant leur permettre de ne pas avoir un désespoir et leur donner l'occasion d'avancer, surtout au niveau de l'éducation, l'alphabétisation et la culture. Nous allons intervenir aussi sur le plan de l'agriculture par rapport à l'association ATSED et sur le matériel de recyclage, de seconde vie. Nous allons aussi intervenir par rapport à l'association Bana et sympathisants sur les mouvements de fonds, les transferts d'argent pour pouvoir aider tous ceux qui sont dans le besoin au niveau de l'économie. Ensuite, nous allons clôturer par la restauration avec les dames de cœur, les chants de cœur. Par Madame Diarra. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Chrétien Kéo. Je suis membre de la SED. Je suis électricien de profession dans le domaine de la maintenance automatique et de la programmation industrielle. Je vais parler du matériel d'occasion choisi pour le développement de l'Afrique. Donc je vais passer la parole à Mme Diarra pour qu'elle se présente. Bonsoir, je suis Madame Li. Mon nom c'est Li, mon prénom c'est Diarra. Donc je suis la présidente de l'association des Chants du Cœur, qui est une association de solidarité internationale qui s'active dans plusieurs domaines, culturels, éducatifs, sanitaires, économiques, tout ce qui est développement durable, mais principalement agricole. Nous intervenons et nous soutenons, nous appuyons les initiatives dans le secteur, dans le domaine agricole. Donc ça c'est du côté sud. Et du côté nord, nous faisons la promotion culturelle
de notre culture, de notre belle culture africaine. Et aussi, nous collaborons avec les autorités de l'institution afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Et là, j'interviens sur la restauration, l'économie solidaire, la restauration solidaire, et nous allons en parler tout à l'heure, afin qu'on puisse tous ensemble faire ensuite un bon débat avec vous. Et je vous remercie de votre présence. Je profite de l'occasion aussi de remercier la MDA et la BNI 15e et de tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont aussi de près ou de loin et qui ont le cœur avec nous. Merci beaucoup. Comme je vous le dirai tantôt, nous allons passer à la présentation de notre rencontre ici ce soir au niveau de l'économie sociale et solidaire au développement durable et local que la mairie et la MDA nous a donné comme thème pour pouvoir travailler dessus. Nous allons nous élaborer ensemble avec vous pour que cet échange soit interactif. Nous allons d'abord vous donner en quelque sorte la définition de l'économie par rapport à ce que nous tous nous avons eu à travailler, à se pencher dessus. Sachant qu'un pays qui n'a pas une économie, c'est un pays qui est complètement instable. Et un pays qui n'a pas une politique agricole, c'est un pays qui ne peut pas nourrir sa population. Un pays qui n'a pas les éléments pour pouvoir transporter tout ce qu'ils ont comme production agricole, malheureusement, c'est un pays qui ne peut pas avancer. L'Afrique regorge de tout un ensemble d'éléments qui puissent le permettre d'avancer, mais les difficultés qu'il trouve et que nous rencontrons sur le terrain sont énormes. C'est pour cette raison que nous nous sommes penchés pendant plusieurs semaines, pendant des mois, en concertation pour pouvoir apporter un regard sur ces différents sujets. Alors, la production, l'économie, c'est la production et la distribution des biens et des services. Parce que lorsqu'on fait la production, il faut bien avoir des services qu'on peut distribuer plus tard. Le social, nous avons découpé ça pour qu'on puisse disséquer ça en plusieurs sous-groupes. Le social, c'est l'organisation du bien-être des populations à plusieurs niveaux, au niveau tant sur la santé que sur la formation, surtout sur l'aspect culturel, logistique et l'emploi des transports et du commerce. Ensuite, nous avons parlé de la solidarité, qui est l'activité de développement et d'engagement collectif d'associations basées sur le bénévolat et sur une entraide commune sans échange de bénéfices. Parce que si vous produisez et qu'à un moment donné, vous êtes le seul bénéficiaire, sachant que nous parlons de l'économie solidaire et sociale, vous serez le seul profiteur de tout ce que vous pouvez faire plus tard. La production des richesses au niveau de l'Afrique, elle est énorme. Le Cameroun, je vais parler du Cameroun parce que c'est un pays d'où je viens, je suis originaire du Cameroun. C'est un pays qui regorge beaucoup de produits agricoles. Le Cameroun, c'est le berceau de l'humanité, en quelque sorte, où on peut retrouver tout ce que vous voyez ici en France, tout ce que vous voyez partout, bon, notamment à l'exception du vin. Mais il y a des régions au niveau du Cameroun où on peut avoir la production du raisin en très petite quantité, mais nous ne produisons pas du vin au Cameroun. Mais tout ce qui est agricole, tant sur le café, je vous ai fait l'illustration sur le café du Cameroun. Donc vous avez la matière brute qui est là, devant vous. Vous pourriez plus tard aller regarder ce que c'est. Vous avez la graine qui est transformée. Ensuite, elle sera moulue. Et vous aurez un café que vous pourrez déguster. Après, je vous ai ramené des arachides, parce qu'à partir des arachides, on fait plein de choses. À partir des arachides, on peut créer des cosmétiques, on peut créer des confiseries, on peut créer de la peinture. Ensuite, je vous ai ramené des prunes que nous avons au Cameroun. C'est un peu des prunes en entrée. Ce n'est pas des prunes qu'on mange ici comme des fruits, mais c'est des prunes qu'on consomme en entrée et qu'on peut aussi consommer en plat. L'agriculture au Cameroun, elle est très vaste. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur tous les aspects de cette agriculture. Notamment, nous produisons la banane, nous produisons du maïs, nous produisons aussi du sucre.
Nous produisons du riz aujourd'hui grâce à l'arrivée des Chinois. Avant, nous ne produisions pas du riz, mais aujourd'hui, avec la présence de la Chine au Cameroun, il y a du riz, ce qui est bien pour nous. Après, sachant que c'est tellement difficile de pouvoir valoriser ces produits en Europe ou à l'étranger, le but ici ce soir, c'est que vous ayez l'envie de consommer les produits camerounais, de consommer les produits sénégalais, de consommer les produits maliens, de consommer les produits béninois, les produits togolais. Sans ça, vous ne pourriez pas soutenir l'agriculture africaine, parce que c'est un domaine qui est au centre du développement durable, qui peut donner l'espoir aux gens d'avoir un boulot, qui peut donner l'espoir aux gens d'être autonomes, et qui peut aussi limiter l'immigration clandestine et l'immigration forcée. C'est pour cette raison que lorsque vous donnez des actions au niveau de l'agriculture, vous aidez ces jeunes populations qui sont dans des villages enclavés où il y a un manque d'infrastructures, où il y a carrément une impossibilité d'accéder à une production industrielle. Ces personnes qui sont dans les localités assez retirées peuvent bénéficier d'une structure de formation, d'une structure d'éducation, d'une structure de santé, parce que ça, c'est le domaine de l'élévation de soi et de l'élévation qui permettent aux gens de pouvoir s'intégrer, de pouvoir travailler et de pouvoir avancer. Au niveau de la France, nous avons beaucoup de magasins qui représentent les produits agricoles du Cameroun, notamment du Sénégal, du Mali, du Togo, du Bénin. Et aujourd'hui dans la salle, aujourd'hui dans la salle, nous avons quand même une très très belle diversité culturelle, une très grande diversité de couleurs, une très grande diversité de ressortissants, et nous avons aussi dans la salle des parrains qui nous encadrent, qui nous soutiennent et qui nous guident. Nous ne cesserons de remercier la mairie du 15e et la MDA qui, à travers ce regard positif, qui, à travers ce regard d'encouragement, a initié ce sujet sur un autre regard de l'Afrique et sur une économie durable et solidaire pour pouvoir permettre aux jeunes, aux agriculteurs, aux enfants déshérités, désœuvrés, handicapés, de pouvoir avoir l'occasion de trouver des métiers. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vais passer la parole à Paul Chrétien. Merci. Oui, bonsoir. Je vais parler du matériel d'occasion, mais pas n'importe quel matériel. Le matériel choisi pour le développement de l'Afrique. Excusez-moi de prendre cet exemple. Si on veut faire un bon plan, on doit choisir les mains avec lesquelles on doit le faire. C'est pour ça que pour développer l'Afrique, il faut choisir le matériel avec lequel on va le faire. Pour se développer, l'Afrique a besoin de matériel, d'équipement. Mais pour avoir ces équipements, il faudrait des moyens. Faute de moyens, le matériel d'occasion pourrait être une opportunité, mais sous certaines conditions. 3 conditions sont importantes de mon point de vue. La première condition, il faudrait que ce matériel ne soit pas inadapté et ou usagé. Je prendrai pour exemple une machine électrique dans une zone sans électricité ou tout simplement en panne. La deuxième condition, le matériel doit respecter un minimum de normes écologiques et environnementales, je m'excuse. Exemple, un matériel gourmand en énergie et très polluant. La dernière, ce matériel ne doit pas bouleverser les dynamismes du marché local. Exemple, un matériel qui empêcherait
la production artisanale et donc pourrait créer du chômage auprès de la population. Ce matériel d'occasion pourrait servir dans plusieurs domaines, comme dans l'agriculture, la santé, l'éducation, la restauration, le recyclage et aussi dans les nouvelles technologies. Avec le matériel d'occasion, nous pouvons accroître la production, améliorer le stockage, la conservation et la transformation de nos produits. Pour la production, on aura besoin par exemple des tracteurs, parce qu'on ne peut plus de nos jours, avec une population d'1 milliard de personnes, espérer travailler la terre avec des roues. Il nous faut des engins. Et le marché d'occasion nous offre cette opportunité. Dans le domaine du transport, pour transporter, si on produit en grande quantité, la nécessité de transporter d'un point A à un point B, d'où on aura besoin des camions. On aura aussi besoin de conserver, on aura aussi besoin de conserver les produits que nous avons produits, parce qu'on ne peut pas produire et mettre sur la pluie. Il faut des systèmes de conservation de ces produits, de conservation. Et je vais parler de, si c'est des céréales, il faut adapter le type de matériel qu'il faut pour la conservation des céréales. Si c'est des fruits et légumes, c'est des chambres froides. Ces chambres froides, pour pouvoir les réutiliser, parce que généralement, beaucoup d'aliments se gâchent parce qu'on ne les conserve pas et ça pourrit, alors qu'il y a des gens dans un autre village proche qui meurent de faim. Donc il faut voir les méthodes de conservation de ces produits. Dans le domaine de la santé, également le matériel d'occasion pourrait nous aider en équipant les centres de santé avec des équipements qu'on peut trouver sur le marché d'occasion. Dans l'éducation également, en Afrique, nous avons nos lycées d'enseignement technique industriel, mais les enfants ne font que des cours théoriques, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas des équipements sur lesquels pratiquer. Donc on pourrait très bien équiper ces établissements en matériel d'occasion. Dans la restauration également, et je ne veux pas m'attarder là-dessus, parce que Madame Diarra aura l'occasion de nous en parler, de la restauration. C'est également important, le matériel d'occasion pourrait nous servir. Le recyclage, nous devons respecter l'environnement. Le recyclage, nous devons respecter l'environnement. Nous devons respecter le cadre dans lequel on vit. Donc on peut recycler les plastiques on peut recycler les déchets de plastique, de carton et consommer. Je parlerai aussi des nouvelles technologies. Mais là-dessus, je ne veux pas m'attarder parce que Synergie pourra nous donner un peu d'explication. Pour conclure, je dirais que nous devons nous impliquer, nous devons plus nous impliquer et améliorer un marché d'occasion à grande échelle. Nous devons tout faire pour mieux produire et répartir la production. Nous devons transformer aussi nos produits. Nous devons nous assurer que le matériel répond à un besoin exprimé localement. Enfin, nous devons éviter de faire de l'Afrique un dépotoir.
des objets qui n'ont pas d'usage et qui sont pas réutilisables. Je vous remercie. Bonsoir. Alors moi je vais vous parler de la restauration sociale et solidaire. Étant professionnelle aussi, j'ai fait aussi un chantier d'insertion avec des ONG aussi qui travaillent dans ce sens-là. Donc j'ai voulu mettre l'expérience, transférer mes compétences à mes frères et sœurs africains. Donc c'est pour cela que nous allons, je vais essayer de parler d'un projet qui va aller dans le sens, qui va être non seulement au nord, ici, et aussi en France. Donc, ce projet, c'est en restauration, c'est un restaurant solidaire que les femmes d'un quartier de la banlieue de Dakar veulent mettre en place. Alors, ce sont des femmes qui se sont mobilisées pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Donc, cette activité sera l'opportunité de lutter contre la pauvreté, mais également les retards, voire même des accidents liés à une nécessité de déjeuner chez soi et permettre à ces enfants de bénéficier de manière certaine d'un repas sain et équilibré dans l'enceinte de leur établissement, mais contribuer aussi à stabiliser le suivi scolaire. Donc c'est un projet qui s'inscrit à la réduction de la pauvreté et de la faim. Les objectifs millénaires pour le développement, OMD, fournissent une feuille de route de base pour le développement pour l'après 2015. Grâce au travail commun d'UNI femmes, créer des synergies permettant à exploiter le programme qui vise à l'autonomisation économique et le leadership des femmes. Ce sont des femmes qui ont vu leurs conditions de vie dégradées, qui vivent dans un environnement très difficile. Donc c'est un projet de développement de la sécurité alimentaire pour une consommation responsable et d'économie sociale et solidaire. Le but est d'instaurer les meilleures conditions de vie pour les populations les plus démunies, d'échanges intergénérationnels, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, par des actions concrètes vers une progressive d'autonomie. Ce restaurant collectif et solidaire servira d'espace éducatif, de chantier d'insertion, de formation, de transfert de compétences par la production alimentaire et aussi bien de comment bien consommer autrement en respectant l'environnement et à l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Une distribution quotidienne des repas dans les établissements scolaires, non seulement de l'établissement qui vont gérer ce restaurant collectif, mais aussi des établissements d'environnement. Donc, pour vous dire que ces femmes qui sont dans la localité qui s'appelle Diaksao, qui est dans la banlieue de Dakar au Sénégal, qui est située au code de départ de l'immigration. Sa population confronterait de multiples situations dramatiques, sanitaires, éducatives, inondations, assainissement, suivi scolaire, chômage, l'exode. C'est le départ, c'est un point de départ de l'immigration. Donc beaucoup d'entre
nous beaucoup de nos jeunes prennent les pirogues pour partir vers l'Europe, pour aller chercher le rêve, le paradis. Et pourtant, en Afrique et chez nous, le paradis existe. Et 80% de ces personnes ne vont jamais arriver et ne pourront jamais retourner parce qu'ils seront victimes de la mer. Là, on a constaté que c'est un manquant gagné de notre continent et du pays de départ. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est de mettre des programmes de développement, exemple, comme ce restaurant, avec des femmes pour combattre l'oisiveté, permettre ces femmes d'être autonomes, aussi de développer une activité, étant aussi une stabilité de leurs enfants à l'école. Ça, c'est ce projet qu'on veut mettre à jour dans quelques mois, vu qu'on a lancé l'association Les Chants du Cœur, a lancé le 3 juin, ici à la mairie du 15e, le chantier d'insertion, cette tube d'insertion vers l'économie solidaire, sociale et solidaire, avec des jeunes d'un quartier populaire et juste à côté, les Périchots, qui ont répondu massivement parce que ce sont des jeunes qui sont là, qui ne cherchent que du boulot. Ils ne veulent pas qu'on les entende la politique, mais ils veulent que du boulot. Donc ils veulent entrer dans cette activité en étant en gestion de leur vie, c'est-à-dire qu'on les aide, on les accompagne dans la vie sociale. Il y aura l'accompagnement social, il y aura la formation. Et ils auront un revenu. Et ce sont des jeunes qui sont nés pourtant ici et qui ont ces difficultés. Donc, vu que l'association qui est dans ce quartier et qui ne veut même, comme on dit en Afrique, avant de balayer chez l'autre, balaye d'abord chez toi. Donc, moi, j'habite dans une grande cité de plus de 20 et quelques mille habitants. Et on voit nos jeunes, nos enfants, qui ne vont plus à l'école. On voit des jeunes critiquer, jeter des pierres, pointer des doigts, surtout quand c'est un jeune des parents d'immigration, donc qui ne va plus à l'école, qui n'a pas de boulot. Donc l'association a pu les rassembler et les proposer de rentrer dans ce projet qu'elle veut mettre en œuvre, qu'elle a lancé le 3 en partenariat avec la mairie du 15e, avec des élus de la République qui étaient présents, aussi en partenariat de la délégation du Sénégal. Donc ce projet aussi va être mis avec ces femmes au Sénégal. Donc c'est pour vous montrer que aujourd'hui on parle de l'Afrique, un autre regard. Nous sommes des filles et des fils de l'Afrique. Et nous avons nos idées, nous avons nos compétences, nous avons nos moyens, nous avons notre force. C'est ce qu'on a développé l'autre jour à la conférence de la femme africaine. Que nous sommes une force, nous sommes des consommateurs. Ici, voyez, quand on rentre dans un magasin, on prend un caddie. Quand on part au Château Rouge, on prend la voiture, on la remplit. On est une force, on est des consommateurs. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit solidaire. Qu'on soit solidaire, afin qu'on puisse développer des activités allant dans le sens de la solidarité, et aussi ça répond exactement du thème dont nous développons aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire dont Lily vient de présenter. Donc c'est dans cette perspective que nous sommes et que nous voulons, et nous avons aussi, nous souhaitons avoir aussi des questions, avoir une boîte d'idées afin de continuer à faire marcher ce beau continent qui a besoin de nous et qui a besoin de nos enfants qui sont demain notre avenir. Merci et je vous remercie. Merci à vous tous. Merci Tiara.
Nous allons passer la parole à M. Josué. Bana est sympathisant, s'il vous plaît. Je ne dirai plus bonsoir parce que je l'ai déjà fait. On n'a plus beaucoup de temps et j'interviendrai sur l'impact des fonds transférés. Qui, vivant ici, étant un de l'Afrique, n'a jamais reçu un coup de téléphone le matin ou la nuit, lui disant qu'il y a tel problème ou tel autre problème? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. On en a eu. Et notre sœur, qui est intervenue mardi dernier, a dit qu'il fallait abandonner Western Union. Je suis d'accord avec elle. Cependant, on en a encore besoin parce que c'est par ce moyen qu'on a transféré des fonds. Donc, individuellement, on transfère des fonds, soit pour payer la scolarité, même pour faire vivre une famille. Ces fonds transférés permettent ne serait-ce que la consommation et puis une économie qui fonctionne. Bien. Après le transfert de fonds individuels, il y a le transfert de fonds souvent groupés d'un ensemble de personnes qui financent quelque chose, tel le financement d'un groupe électrogène dans un hôpital au Cameroun, principalement l'hôpital de Bana. Et puis, il y a des associations, les associations des Camerounais de France et aussi des autres pays qui se regroupent et qui réalisent pas mal de choses chez eux, telle cette école au Mali, tel le creusement de puits toujours au Mali, parce que les économistes ont essayé de donner une valeur aux produits, cependant, surtout la valeur d'usage qui est nécessaire dans les pays sahéliens en parlant de l'eau. Donc, ces investissements sont des investissements qui, je dirais, progressent de plus en plus de la part des associations de Maliens, mais aussi des associations des Français, telle cette association qui est créée et domiciliée à Montmagny, qui s'occupe, appelé village du Dogon, et les villages Dogon, qui financent le creusement de puits. Bien. Donc, les transferts de fonds vers l'Afrique concourent au développement du pays et d'abord améliorent la situation des familles et concourent au développement du pays. Et puis, nous savons que les grandes associations qui sont intervenues en Afrique sont les églises catholiques et protestantes. Et puis, il y a eu la Croix-Rouge. Et puis après, il y a eu les organismes internationaux tels que l'UNICEF et l'OMS. Donc, le transfert de fonds a son importance dans le fait que ça finance parfois la microéconomie,
ça finance la construction d'une case, ou bien, pardon, d'une maison, et puis ça finance aussi parfois l'achat de terrain et souvent la création de zones de champs agricoles. Oui. Je ne m'étendrai pas beaucoup, mais excusez-moi si vous pensez que je suis lapidaire dans ce que je viens de dire, c'est parce que le temps qu'il nous reste sera d'environ 25 minutes pour les questions-réponses. La seule conclusion que je tire sur ceci, c'est que à la fois les individus qui transfèrent des fonds en Afrique concourent au développement, ne serait que d'une manière familiale, et les associations le font de la même manière. Cependant, ne pensez pas qu'il n'y a pas de transfert de fonds de l'Afrique vers l'Europe. Il y en a. Et ça, chaque fois que l'on investit, la plupart des fois, c'est en Europe que l'on trouve le matériel nécessaire. Bien. Ceci, je vous prie encore de m'excuser. C'est peut-être lapidaire, mais c'est ce que je peux vous dire, je peux dire sur ce point. Voilà. Excusez-moi. Merci. Au revoir. Merci, Monsieur Josué. Comme il vous l'a dit, illustrer les transferts de fonds et les mouvements de fonds pour l'Afrique et pour tous les soutiens que ça peut apporter au niveau de la coopération, je vais intervenir sur ça. Parce qu'au niveau de l'ACCED, l'association d'aide au développement social et culturel des enfants en difficulté dont je suis la présidente, nous avons initié une politique agricole très primaire. Parce qu'on a constaté qu'au niveau des localités les plus reculées en Afrique, dans les villages, notamment à Beda et Voudoula, c'est des femmes qui se regroupent en petites micro-coopératives pour pouvoir transformer leurs produits agricoles et les acheminer en ville, n'ayant pas les infrastructures nécessaires. Nous avons eu l'appui des autorités, l'appui des pouvoirs publics, l'appui des élites et des dirigeants et des cadres qui sont en train de soutenir ces populations pour pouvoir acheminer les produits qu'ils sont en train de mettre en place depuis quelques années. Et nous, au niveau de l'ACCED, nous travaillons en conjonction et en synergie de manière à ce que ces produits puissent être représentés ici et être consommés ici, d'où l'impact de la non-violence au fait que les enfants puissent être abandonnés à eux-mêmes, parce qu'en Afrique, dans nos villages les plus reculés, les enfants accompagnent les parents dans les champs et ils passent toute la journée au champ avec les parents. Ce qui fait que les enfants sont vraiment pas assez scolarisés. Les enfants commencent les premières primaires, comme on peut dire ici, à la pré-maternelle, à partir de 5 ans, 6 ans. Ce qui fait un prolongement de ralentissement de l'éducation des enfants. Et par rapport à l'ACCED, nous demandons aux parents de ne plus prendre les petits-enfants de 3 ans, de 2 ans, 4 ans, pour les amener dans les plantations, pour les aider à porter des légumes, des plantes, des fruits, comme l'illustration de la femme africaine. Généralement, elle est à côté de vous, elle est représentée comme ça dans les villages, avec un panier sur le dos, une petite houe à la main, et elle a son bébé, parfois elle est enceinte, avec un autre enfant à la main, et ce petit l'accompagne dans les champs partout, et le petit commence à travailler à 3 ans. Ce qui fait que le gamin, quand il rentre le soir à la maison, il est fatigué, il n'a pas le temps de lire ou qu'on lui raconte une histoire. C'est assez déplorable, mais c'est comme ça. Et les mentalités sont en train de changer dans nos villages. Il y a une grande politique que le gouvernement camerounais met en place, étant donné qu'ils ne peuvent pas agir sur tout le territoire, dans chaque localité, quelle que soit individuelle. C'est pour ça qu'au niveau des associations, nous acheminons ce travail en initiant les femmes à se mettre en coopérative et en initiant aussi les hommes à se mettre en coopérative de manière à ce qu'ils soient plus à attendre
qu'on vienne les aider ou qu'on les envoie de l'argent, comme disait M. Josué, en Western Union, ou lorsqu'on passe nos vacances en France, ben on a quelques euros, on les laisse sur place. Et par rapport à Diarra qui fait cette politique au niveau de la restauration, c'est pour vraiment initier nos frères et nos sœurs à pouvoir être entreprenants, à pouvoir être solidaires et à pouvoir être dynamiques et de se dire qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ont un potentiel énorme, ils ont une possibilité de se réinsérer, de travailler, d'avoir une belle intelligence et de pouvoir communiquer avec les autres et surtout de voir ce qui se passe ailleurs, d'où l'ouverture de la mairie du 15e et la MDA, un autre regard de l'Afrique et la CAD aussi qui travaille beaucoup dans les programmes de l'Afrique. Il y a aussi les chants de cœur, dames de cœur. Il y a beaucoup d'associations, les Cap-Verdiens qui ont travaillé pendant cette semaine culturelle, où il y a eu un élan de solidarité entre les associations, où il y a eu un dynamisme, où tout le monde a essayé d'apporter sa modeste contribution pour que cet événement que vous êtes en train de vivre avec nous puisse aboutir à cette clôture que nous allons avoir avec vous ce soir. L'accès de soutient beaucoup les enfants et elle s'ouvre à tout le monde. L'accès appartient à tout le monde. Je souhaite que parmi vous,